parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous nous retrouvons encore ce matin pour la dernière de la semaine. C'est un plaisir de vous retrouver au grand complet. Bien sûr, réduit, diminué d'un de nos amis. C'est bien Antoine Kourouma qui va en Côte d'Ivoire couvrir l'actualité électorale. L'actualité électorale, c'est bien la présidentielle ivoirienne. Antoine Kourouma y sera et il nous fera tout un plan. Et donc, nous avons dans ce studio pour vous servir ce vendredi, pour la dernière de la semaine, notre ami Alphonse Mara, Moussa Yeroba, la Diadia comme je l'appelle, et puis notre cher Jacques Léoaleno, qui sont avec nous, et nous aurons bien sûr plusieurs invités, un invité, plusieurs sujets pour le compte de cette émission. Vous pouvez réagir donc comme à votre habitude à cette émission-là au hashtag #EspaceGG pour vous qui êtes praticien de Twitter, ou si vous voulez au 657 39 13 13 pour les amis de la GSM. Vos préoccupations, votre avis sera relayé dans cette émission. Lui, c'est un des fidèles parmi les fidèles du FNDC, le Front National pour la défense de la Constitution. L'engagement intact, il continue de militer à l'intérieur du Front pour obtenir le rétablissement de la Constitution de mai 2010. Autant il flétrit la participation d'anciens compagnons au processus électoral en cours, autant il rejette l'ambition d'un troisième mandat clairement affiché par le professeur Alpha Condé. C'est en tout cas la position de son mouvement qui continue d'attendre d'être reconnu officiellement par l'État guinéen. Je parle bien sûr du modèle. Et puis on lui pose cette problématique de ce matin. Comment s'organise la résistance au sein du FNDC? Vous le savez, lundi 29 prochain, c'est bien la déferlante promise par le Front National pour la défense de la Constitution. Et puis comment analyse-t-il l'actualité politique, les actualités politiques et électorales de Guinée? Tenez-vous bien, Ali Ouba sera notre compagnon de ce matin. Il sera là dès la deuxième partie de cette émission. Il répondra à nos questions, lui qui est le président de l'organe provisoire du modèle. Donc nous l'aurons comme invité de ce matin. Et c'est avec donc les amis dont je viens d'évoquer la présence. Alphonse Mara, bonjour. Bonjour Tamba et bonjour à nos auditeurs. Seulement ce n'est pas un bonjour. Non, c'est qu'un bonjour. Je viens remplacer Antoine aujourd'hui avec les problèmes. Non, crois-moi, j'ai rien contre toi. Tant que tu restes réglo, je reste réglo. Ouais, ce matin, ma dame n'est pas contre toi. D'accord. Mais contre ses promoteurs d'écoles privées. Qu'est-ce qui se passe encore, Alphonse? En fait, je sais pas quel est ce système d'arnaque à grande échelle, mais c'est une escroquerie qui ne dit pas son nom. Ce pays a connu des grèves auxquelles les écoles privées n'ont pas pris part. On comprend. Et ce pays a connu un arrêt à cause de la Covid-19. Tu peux dire du Covid. Tout le monde est resté à la maison, y compris les élèves. Pendant ces périodes où il n'y a pas eu cours, les promoteurs d'écoles privées exigent à des parents de payer les scolarités pour ces mois-là. La question que je me pose, pourquoi doit-on payer des mois qui n'ont pas été enseignés? Non, je crois qu'ils ont été enseignés plus tard. Moi, je connais des écoles qui ont enseigné tout le contenu. Je connais des écoles qui ont enseigné tout le contenu. On ne peut pas des mois qui n'ont pas été enseignés. Je peux vous donner mon avis. Je pense que ça a été... Non. Je me suis rapproché d'un des spécialistes de pédagogie là, qui m'a dit que, en tout cas lui, dans son école, ce n'est pas la période que l'on paye, c'est le contenu que l'on paye. Non, Tamba. Et vu qu'il a enseigné au-delà des mois, il a délivré son contenu. Et de ce point de vue-là, il méritait que l'on paye. Tamba. C'est ce qu'il m'a dit en tout cas. En Guinée, les tarifs dans les écoles sont fixés par trimestre ou par semestre. Vous êtes quand même d'accord avec moi que lorsqu'on a bouclé tout un programme, ce n'est pas le programme que l'école vend, c'est le temps que l'école vend. Non, ça dépend. Non. Lui, c'est ce qu'il m'a dit. Ce que je vends dans mon école, c'est le programme, c'est les contenus, pas la période. Pourtant, son école ne fait pas 6 mois de cours en Guinée. Et ce n'est pas une école exceptionnelle. Donc, il faut le dire, c'est le temps que les parents payent. Ce n'est pas le programme que les parents payent. De toutes les façons, quand les programmes ne sont pas achevés, les parents ne s'en plaignent pas. Donc, il faut bien que les promoteurs d'écoles privées comprennent
la peine. Est-ce que c'est pas trop tard C'est ce que tu dis? exceptionnel, Non, hein? ce n'est pas, C'est pas trop tard. Ce n'est pas trop tard. C'est Il y en a qui ont quelques commencé. écoles qui font ça. Il y en a qui ont commencé et il faut pas que d'autres suivent. Parce que, Moussa Hiro, je vous dis, par exemple, j'ai mon petit frère qui étudie dans une école de la place, et ils ont été rappelés, ils ont même bouclé les programmes, et ils continuent à étudier jusqu'au moment où je vous parle. Voilà. À ce moment-là, il faut payer. C'est quoi la procédure, hein? Selon les explications, moi, j'ai échangé avec quelqu'un du département. Selon eux, qu'est-ce qui devrait se passer? Les enfants, il y en a de toutes les façons qui ont payé l'année scolaire. Il y en a qui ont payé. Il y en a qui ont payé toute l'année. Oui. Mais ceux qui n'ont pas payé, qui payent chaque mois, par exemple, qui n'ont pas la possibilité de payer tout le mois, ils vont payer, par exemple, supposons septembre, octobre, parce que les enfants ont repris les cours. Oui. C'est-à-dire une façon de compenser, par exemple, parce que là, on est en train d'achever l'année scolaire écoulée. L'année scolaire, parce qu'on nous a dit qu'après 2 semaines, après 1 mois, 2 semaines de cours, les enfants vont être évalués et ça va être suspendu jusqu'après les élections pour que l'année scolaire normale reprenne. Maintenant, septembre, octobre, ça, les parents d'élèves, par exemple, qui n'avaient pas payé toute l'année scolaire vont payer. Moi, par exemple, pour l'année scolaire écoulée, vu que j'avais tout payé, là, je n'ai rien à payer par endroit, bien entendu, pour certains de mes enfants. Mais là où, par exemple, je m'étais arrêté à un certain niveau, il faudrait que je paye septembre, octobre. Mais vous ne pouvez pas imposer aux parents de payer des années qui n'ont pas été enseignées. Des mois plus tôt. Je comprends. Si c'est pas enseigné, Jacques Léoléno. Et certaines écoles l'ont compris. Mais Il y a des Moussa écoles qui le réclament de septembre, octobre. Mais il y a d'autres qui exigent que... Moussa Hiro, par exemple, l'école dont je vous parle, celle dont le fondateur dit qu'il vend les programmes, tenez-vous bien, il a payé, permettez, il a payé ses enseignants même pendant qu'on n'enseignait pas. Et c'est pas tout le monde qui Il les a tous payés. Alors que d'autres sont venus se plaindre. On a reçu des enseignants du secteur privé ici qui sont venus se plaindre de la période pendant laquelle ils n'ont pas dispensé. Oui, exceptionnellement. C'est quand même exceptionnel dans son cas. Il a payé ses enseignants pour cette période. Ça, c'est un cas exceptionnel. C'est vrai. Donc, voici ce que je suis en train de dire. L'alerte que je suis en train de lancer, ce n'est pas pour tout le monde. Il y en a qui ont commencé cette escroquerie. Et il faut que ça s'arrête. Le cas dont tu es en train de parler, il a payé ses enseignants. On peut comprendre qu'il réclame aux élèves. Mais ceux qui ont refusé, ceux dont on a reçu les enseignants ici, qui ont refusé de payer, même le dernier mois, au cours duquel le coronavirus est déclenché, ces gens-là ne peuvent pas continuer quand même à réclamer de l'argent aux parents. Donc, il faut qu'ils comprennent que la situation du corona n'a pas affecté que les promoteurs d'école, ça a affecté les parents d'élèves et qu'on agisse en fonction de ça. Il ne faut pas qu'on étouffe les parents qui auront le regard baissé devant leurs enfants. Parce que quand ils n'ont pas d'argent, leurs enfants n'iront pas à l'école et les enfants vont poser la question: ah, papa, pourquoi je ne vais pas à l'école? Arrêtez d'humilier les parents d'élèves. Arrêtez d'humilier les parents d'élèves. Jacques Léoléno, c'est votre avis? Humiliation de parents d'élèves? Vous êtes un parent d'élève? Oui, je suis un parent d'élève. Est-ce on l'appelle un élève à ce moment précis? Non. Lui, c'est un emmerdeur. Lui, c'est un amateur. Non, mais c'est que sûr, je pense que à un moment donné, quand même, on a été porte-parole de ces fondateurs. Nous sommes allés jusqu'à demander même au département d'envisager, de voir si il pouvait préparer ou prévoir quelque chose dans le plan qui avait été mis en place en lien avec l'éducation. Je crois que le département a eu raison, en tout cas pour le comportement de certains fondateurs, de les laisser comme ça. Parce que ils ont quand même un mauvais comportement parfois. Même pas en période de crise. Et même en période normale, il y a des attitudes qu'ils ont vis-à-vis des parents d'élèves qui sont nettement à condamner. Il y a de l'argent que les gens payent. Il y en a qui sont certains parents d'élèves qui ne veulent pas être emmerdés. Donc, au début de l'année, ils payent pour toute l'année. Alors que on a vu comment, n'est-ce pas, ils se sont comportés avec des enseignants. Je crois que Alphonse a raison de s'indigner et de dire à ses fondateurs, même pour eux-mêmes, ils doivent faire très attention, parce que si vous êtes comme ça avec vos clients en période difficile, je crois qu'en période normale, on peut vous tourner le dos pour aller ailleurs, où les gens se montrent gentils. Ils en tireront toutes les conséquences. Et Jacques, bonjour. Bonjour, Tamba. Bonjour, Moussa Hiro. Bonjour. Tu vois ce que tu me fais faire, hein? Il faut quand même dire bonjour aux gens. Et puis, on va revenir, parce qu'Alphonse, de toute façon, on va revenir avec vous, Jacques Léoléno, le candidat président
le grand candidat, Oui. toujours trop favorisé Oui. côté RTG. Hein. Oui, et ça avait été bien préparé. Je crois que la HAC va accepter tout au long de cette période de nous entendre parce que nous allons suivre à la lettre la décision qu'elle a prise à la veille de la campagne électorale. Il y a cet article donc, l'article 10, si je reviens encore là-dessus, qui donne accès à la RTG au président de la République, mais un accès illimité. Pour moi, ça allait être pour les affaires courantes, donc la gestion du pays, parce qu'il reste quand même président de la République. Il peut continuer pour des questions nationales, accéder à la RTG et puis communiquer comme il veut pardon. Hier encore, il était longuement sur l'écran. Mais sauf que nous sommes en train de voir tout autre chose. En plus du président de la République, ses ministres, qui, bien entendu, je pense qu'actuellement, ce sont les secrétaires généraux qui travaillent, parce qu'ils sont tous en campagne électorale. Je crois que même les secrétaires généraux, parce que l'administration est RPGisée jusqu'à un certain niveau, que, bien entendu, même le chef de cabinet, même le DAF, il est, n'est-ce pas, en campagne électorale. Donc, ils sont tous... Tu sais, je pensais à ça quand j'ai vu les couleurs, ce sont des cadres de l'administration. Je dis, mais l'administration guinéenne a la jaunisse. Oui. Ils sont tous jaunes. Ce qui se passe et qui mérite d'être relevé, c'est qu'il y a deux éditions de la soirée. Actuellement, ajouté à cela, le journal de campagne. Les ministres qui sont en campagne électorale, qui ont leurs activités, le président de la République qui continue à vendre son rêve aux Guinéens, accède à ces deux éditions et il parle RPG, il parle élection. Dans les deux éditions, je crois 19h45 et 20h30, ils accèdent à ces deux éditions, ils parlent RPG. Ils sont ministres, on est bien d'accord. Mais lorsqu'ils parlent du RPG, disons-nous que ils parlent de campagne électorale, ils vendent un programme du RPG Arc-en-Ciel, donc d'un parti politique qui mérite d'être traité au même pied d'égalité que les autres. Ensuite, le journal de campagne arrive, ils ont encore 7 minutes, comme les autres candidats. Je pense qu'il faut interpeller ce matin M. Boubacar Yassine Diallo. Une décision a été prise. Nous avons dit attention. Mais moi, je ne suis pas surpris. Cet article 10 franchement, ça ne me dérange même pas. Non, mais il y a quelque chose. Parce que il faut à la RTG, tout ce qui a changé, Jacques, sur cet accès limitless à la RTG, c'est la période de campagne. Il faut rappeler quelque chose. En 2015, au temps de Yamoussa Sidibé, directeur général de la RTG d'alors, et puis Martine Condé, présidente de la haute autorité de la communication, il y avait ce type de comportement. Les ministres, le président de la République, qui parle élection, qui parle RPG et qui passe de façon illimitée dans les éditions de 19h45 et de 20h30. Martine Condé a pris une décision. Elle a sorti un document pour interpeller le directeur général de la RTG. Les jours qui ont suivi, ça a changé. Si tu permets, tu sais ce que ça lui a valu. Bon, ça lui a valu ce que ça lui a valu. Oui, mais au moins, elle a pris le courage d'interpeller le directeur de la RTG d'alors par rapport à cela. Le président de la République, ses ministres ne doivent pas parler RPG dans nos éditions d'information parce que nous sommes en période électorale. Il y a un temps qui est dédié à tout le monde, à tous les partis politiques. C'est le journal de campagne. S'ils ont des choses à présenter, qu'ils se focalisent sur cette édition-là. Le journal reste pour des informations sur le processus électoral. Là, on peut accepter. Nous tous, nous faisons des éléments sur le processus électoral, mais on sait très bien si nous devons passer un élément du RPG Arc-en-Ciel ici, ils vont passer d'abord chez Baldé en bas, avant n'est-ce pas, d'accéder à notre chaîne. Donc, il faut préciser Cheval c'est qui. Il faut passer à la caisse. Notre monsieur Argent. Donc, il faut passer là-bas pour accéder, n'est-ce pas, à nos éditions d'information. Je pense que pour la RTG, on sait bien qu'on ne vend rien là-bas. Faut pas qu'on nous sorte un argument derrière pour dire bon, ces ministres-là, ils sont à l'intérieur, peut-être qu'ils achètent des plages dans des éditions d'information. On ne doit pas vendre le contenu du journal de notre télévision nationale. C'est notre télévision. À nous tous, on ne vend pas. Donc, il n'y a pas de vente.
on ne doit pas permettre à ce que les ministres accèdent au journal de la RTG pour parler RPG. Je pense que le message est clair pour le directeur général, M. Savané. Je crois qu'il a entendu ça. Le directeur général et M. Yassine. J'y vais justement, Moussa Hero. Dame Martine, elle nous manque déjà. Même si on lui a souvent tapé dessus. Oui, absolument. Vous savez, elle a quelquefois quand même pris des décisions, et de grandes décisions, des décisions fortes. Il faut le rappeler. Jacques vient d'en rappeler une. Même si vous le savez, tu l'as dit, ça lui a valu ce que lui a valu. Mais c'est comme ça qu'on entre dans l'histoire. Ces caisses se sont totalement desséchées. Justement, même la grogne des commissaires, c'était dû au fait finalement que tout le monde souffrait à cause de ses positions. Parce qu'elle n'avait rien dans ces caisses. Et c'est comme cela qu'on entre dans l'histoire. Quelquefois, il faut savoir prendre des décisions et savoir vivre sans justement... je ne sais pas, cet argent qu'on vous donne juste pour que vous preniez des positions qui ne vous confortent pas, des positions qui ne sont pas bonnes pour votre image, pour votre futur. Je pense qu'à un moment donné, il faut savoir raison garder. Parce que les faits vous rattrapent. Vos actes vont vous suivre. Monsieur Yassine, quand même... Mais c'est un grand monsieur, lui. Boubacar Yassine. Monsieur Yassine Diallo... Moi, je ne désespère pas encore. Quand vous l'écoutez, quand vous avez vu son parcours, c'est un grand monsieur. C'est un grand monsieur qui a occupé pratiquement, qui a gravi tous les échelons. Mais il nous a marqué encore une fois à un dîner avec le président de la République. Le président a tenu son discours, les journalistes, soyez ici, portez le message de la République. Et sa réponse a laissé tout le monde, tout le monde d'accord, où il dit à monsieur le président, nous ferons notre travail comme de bons Guinéens, en toute responsabilité et professionnalisme. C'est ce qu'il nous a dit ce jour. À part ça, vous avez vu quand il était à l'INIDH, malgré le fait d'être là-bas, parce que vous savez comment les positions qu'ont souvent prises le président de l'INIDH, elles n'ont pas souvent fait l'unanimité. Mais M. Yassine Diallo, bien qu'étant là-bas, il a souvent pris des positions tranchées en ce qui concerne la presse guinéenne, en tout cas en ce qui concerne le professionnalisme. Donc moi, ça me ferait mal qu'il veuille effacer tout ce bon parcours qu'il a fait. Mais comment vous comprenez cette mollesse dans le justement, je ne la comprends pas. Je ne la comprends pas quand ça vient de lui, quand ça vient d'un professionnel comme lui. Je m'étonne. Je pense qu'il devrait faire attention. Il devrait faire très attention parce que quelquefois, ce pouvoir-là, quand vous ne faites pas attention, il vous approche. Il corrompt. Il vous corrompt, il ternit votre image, il détruit tout ce que vous avez construit toute une vie. Toute une vie. Je pense qu'il devrait faire attention et prendre les bonnes décisions. Parce qu'il ne faut pas regarder la tête des gens ou voir le bien dans lequel vous êtes. Mais il faut voir ce qui est bon, ce qui devrait se passer. Martine, on a tout dit, mais les bons actes, les bons exemples, on les citera toujours. Je pense que M. Yassine, il a un parcours jusque-là que les gens respectent, que les Guinéens, que tous les médias respectent. Je pense qu'il devrait continuer sur cette lancée. Et puis avec vous, Alphonse Mara, c'est aussi votre avis sur Boubacar Yassine Diallo? Le Douin, c'est un monument. Quand on parle du monde de la presse, c'est un monument. Une référence, absolument. Je me dis que la faute, je ne la porte pas à lui. On lui donne encore le temps de respirer. Il vient de tomber à la HAC. Donnons-lui le temps de prendre ses empreintes. Parce que c'est la première activité quand même que la HAC de Boubacar Yassine Diallo a sous la main. Donc, mais ce qu'on va rappeler, en fait, en voulant bien lui accorder tout le respect, il faut lui rappeler qu'il est en train un peu de s'oublier. Ce Boubacar Yassine, comme vous l'avez dit, qui a rappelé au président la qualité ou les conditions dans lesquelles... Les principes de travail d'un journaliste, devrait pouvoir rappeler à l'autorité publique et à notre figure publique qui est la RTG, que le président Alpha Condé n'est pas le président du RPG. Il faut que la RTG aussi, je ne sais pas, mais pour moi, cette année ou la période des élections, c'était l'opportunité pour la RTG de montrer ce talent des journalistes dont il dispose, en couvrant des activités réelles du pays. Parce que quand vous regardez le journal de la RTG, vous avez l'impression que votre écran est en panne, ou qu'il y a un fond jaune qui est apparu. Vous savez, les Samsung, quand ils sont en train de tomber en panne, il y a des couleurs qui apparaissent sur l'écran. J'avais comme l'impression ces derniers jours que... Donc notre télévision est... Oui, je pensais que j'avais cogné l'écran avec le téléphone et qu'il y avait du jaune qui était resté. D'accord. Parce que du début du journal jusqu'à la fin, c'est le jaune. On vous sort des mouvements de soutien, on vous sort des activités des ministres, on vous sort les activités du président. Et de l'autre côté, parlant du président, ce que j'ai bien envie de souligner, et je ne sais pas si c'est assez respectueux, mais j'ai bien envie que le président arrête de faire sa campagne dans l'enceinte
de Sékou Touré. Ben ça, Ousmane Gawal Diallo est largement revenu hier Parce là-dessus. que j'ai vu des plaintes là où on menaçait quelques partis politiques de l'usage qu'ils font de l'image du président. Vous savez, cette partie où le président tient ses conférences de presse habituelles ou ses rencontres habituelles, ce mur doré de poissons et autres là, ce mur, c'est le mur de la présidence de la République. Chaque fois qu'il passe devant ce mur, il ne passe pas en tant que candidat du RPG. Il passe en tant que président de la République. Je pense que ça a suffisamment été dit. La RPG ou le RPG peut aménager une zone de campagne avec toutes les installations high-tech qu'il faut pour permettre au président de parler à son public. Mais quand le président s'arrête derrière ce mur pour parler au public, il le parle en tant que président de la République, pas en tant que candidat. Et il faut qu'on dissocie le président Alpha Condé du candidat Alpha Condé. Aujourd'hui, c'est qu'il y a lieu de faire. La RTG n'a qu'à donner l'opportunité à ses journalistes. Ils ont de très bons et très brillants reporters. Il y a des actualités réelles du pays, en fait, la vraie vie. Que la RTG aille chez le vrai Guinéen. C'est l'occasion pour la RTG d'aller voir le vrai Guinéen, de faire la vraie actualité et de sortir de cet accompagnement des services publics et de la chose publique. Parce que le jaune, il a trop duré sur mon écran. C'est de l'accommodation. Et le RPG s'accommode finalement. Non, mais le fait pour le président, ce qui m'intrigue, c'est le fait que le président, cette fois-ci, ne quitte pas le palais Sékou Touré. Mesure de sécurité. Il ne se déplace pas. Vous vouliez qu'il fasse quoi? Mesure de sécurité. Qu'il aille à l'intérieur du pays. Qu'il parte à la rencontre des populations. Qu'il parte à coronavirus. Non mais attendez, les autres candidats, les ministres et autres sont sur le terrain. C'est inquiétant pour un candidat qui n'ose pas quitter son palais. Même moi, jeune comme ça là, quand je prends la route là, après il faut bien me masser. Il y a des hélicos, il peut prendre les hélicos. Même là-bas il y a des sautements. Comme il l'a toujours fait. Même là-bas, il y a des sautements. Non, à l'air, il n'y a pas de sautements. 83 ans, c'est pas petit. Il y a le poids de l'histoire, il y a le poids des grands événements de l'histoire qui pèsent. Il ne faut pas perdre ça de vue. Je voudrais qu'on avance. Il ne faut pas que Djadja expose le président à la Covid-19. Donc, c'est pour des mesures de sécurité. Non, c'est pour des mesures de sécurité. Candidat. Non, c'est le super candidat. Et les membres du gouvernement, les ministres qui sont sur le terrain. C'est pas grave. Non, il faut dire. On a examiné les dossiers médicaux de tout le monde. On a dit que tout le monde allait bien. Tout le monde va bien. C'est pas pour ça qu'on va exposer le président. Alors, c'est Loudalen Diallo, pour votre question, c'est Loudalen Diallo a refusé de prendre un hélicoptère parce que c'était une des options. Il dit qu'il va faire la route. Il va faire la Guinée en voiture. Non, mais il faut par la route. Il faut faire la campagne. C'est ce qu'il faut faire pour découvrir l'état. C'est déjà un message au président de la République. Pour savoir le calvaire des Guinéens. Moi, je pense que c'était la meilleure chose à faire. Mais le président ne l'a jamais fait. De toutes les façons. On verra en tout cas ce qu'il en est. Continuez le débat sur ce sujet de votre côté. Le président de la République, super favorisé par le média d'État. Mais on va rester avec vous, mon cher, non plutôt avec Moussa Yero, Madame Droit de l'Homme. Ça c'est une décision que l'on commentera encore plusieurs fois. Le juge Charles Wright qui convoque le grand, l'intouchable Fabou pour être entendu. C'était le grand sujet hier à la rédaction. On s'est demandé, mais ce juge-là, il est qui? Comment peut-il avoir Chez nous, on dit, mais qu'est-ce qui lui a tapé la tête? Mais justement, il faut des gens comme ça. Le reporter qui était sur les lieux, Saïdou Lebere Baldé, il nous a expliqué le cas de quelqu'un qu'on aurait accusé de détournement de plus de 100 millions. Mais un monsieur si misérable dans l'apparence que vous ne pouvez pas imaginer qu'il puisse faire ce genre de choses comme ça se fait le plus souvent. Quand il a été acquitté, en fait, il ne pouvait pas exprimer sa joie tellement qu'il était dépassé. À part cela, cette décision, vous l'avez dit, on se demandait si de telles décisions pouvaient être prises. Et c'est qui le procureur? C'est Sidi Souleymane Ndiaye. Bien entendu. C'est un choc. C'est un choc. Absolument. Ça nous a amené à nous poser la question suivante. Est-ce que Charles Wright pourrait continuer à exercer à Dixine? Parce que Sidi Souleymane Ndiaye est quelqu'un, un juge si fort de caractère qui pourrait vraiment rendre de tels jugements, prendre de telles décisions. On se demande s'il pourra rester là longtemps. Parce que nous savons ce qui se passe le plus souvent pendant les manifestations politiques avec les leaders de l'opposition ou des activistes de la société civile qui sont souvent convoqués. C'est la question qu'on s'est posée. Mais en tout cas, un mandat d'arrêt a été décerné parce que c'est la deuxième fois de suite qu'ils sont convoqués. Ils ne se présentent pas, ni eux, ni leurs avocats. Alors, parce qu'on parle aussi de Simakan. Son adjoint aussi qui devrait être là, mais les deux ne se sont pas présentés. Et la question qu'on se pose, c'est quelle va être la suite? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va les arrêter?
Parce que je me dis que Moi, je vais pas c'est bien rêver, de hein. prendre une décision. Ça va aller nulle part. C'est bien de prendre une décision, mais il faut aller jusqu'au bout. Mais on sait que quand même, commissaire Fabou, c'est pas n'importe qui. Ça va pas aller quelque Et il part. prend pas cette décision-là à la légère. Il décide pas d'arrêter ces gens, tous ces leaders que nous connaissons, à la légère. Je me demande jusqu'où peut aller M. Charles White. De toutes les façons, en tant que juge, il a fait ce qu'il faut. Maintenant, c'est pas lui qui va aller arrêter les gens sur le terrain, bien entendu. Mais le mandat d'arrêt devrait être exécuté. Mais est-ce qu'il va être, ça va être le cas? Nous attendons de savoir ce qui va se passer. Jacques Léwaleno, une bonne justice, ça ramène les gens les pieds sur terre. C'est ce qui commence à se faire. Mais vous avez un petit rappel des motifs de cette procédure qui a été ouverte contre Simakan et Fabou. Oui, je crois que c'est le 6 mars dernier, si je ne me trompe pas. Il y a Sékou Koundono et Ibrahima Diallo qui étaient donc au domicile du second, et ils reçoivent comme ça la visite des agents de sécurité. Disons que nous étions à la veille de ces élections et les gens étaient sur les nerfs. Il y a une opération qui était quand même en cours dans la capitale, et on a vu très bien comment c'était conduit, et dans les médias on a longtemps dénoncé ce qui se passait. C'est que on va dans les quartiers, on arrête des gens et puis discrètement ils se retrouvent quelques jours après à l'intérieur du pays. Beaucoup de jeunes comme ça ont été arrêtés dans des circonstances assez troubles. Donc Ibrahima Diallo et Sékou Koundono reçoivent cette visite inopinée sans qu'il n'y ait, selon les explications que nous avions reçues à l'époque de Ibrahima Diallo lui-même, ensuite de son épouse, sans qu'il n'y ait de convocation préalable. Les agents arrivent, escaladent le mur, entrent à l'intérieur et puis violentent quand même cette épouse, et puis il faut rappeler que c'est le témoignage de l'épouse. C'est le témoignage de l'épouse. Commettent au passage plusieurs dégâts et puis réussissent à mener avec eux Ibrahima Diallo, qui s'était mis à leur disposition, et puis Sékou Koundono, disons, qui n'a pas pu s'arranger pour aller avec eux. Donc il a été pris de force pour sans ses chaussures. Sans ses chaussures. Il était en train de s'habiller. Il était en train de s'habiller. Lui mettait les chaussures, mais Ibrahim a eu le temps de rentrer et s'habiller. Sékou Koundono est parti chaussures en main. Oui, chaussures en main. Donc, bien que n'ayant pas été convoqués, ils ont quand même accepté de se mettre à la disposition de la police. Ils ont été enlevés. Oui, bon, de toutes les façons. Quand on débarque chez vous, et puis en ce moment, on ne peut même pas parler d'agents de sécurité parce que c'était des hommes encagoulés qui ont escaladé le mur et qui ont chuté chez les gens pour aller les prendre. Donc, il y a des dégâts qui ont été commis au passage. On parle, je crois, de destruction de meubles, du portail, mais également ce téléphone qui a été non seulement emporté, mais utilisé. Parce qu'on l'a utilisé pour repérer des gens, pour filer d'autres personnes. Pour piéger. Donc finalement, la plainte a été portée et des convocations ont été adressées, semble-t-il, à la direction, au directeur de la police judiciaire et à son adjoint. Pour la première fois, ils ne se sont pas présentés. La seconde fois, c'était hier, ils ne se sont pas présentés. Le procureur Sidi Souleymane Ndiaye a estimé que le tribunal correctionnel de Dixine, je crois que c'est comme ça on l'appelle, n'était pas compétent pour traiter ce dossier. Il demandait à ce qu'on aille, n'est-ce pas, à la cour d'appel. Ce que Charles Reich a rejeté comme demande, et il a décerné ce mandat d'arrêt. Aujourd'hui, on est à se poser énormément de questions. Bien entendu, si la décision qui a été prise sera respectée, et si Fabou devrait être arrêté, qui va l'arrêter? Parce que c'est la grosse. Est-ce que Fabou va être arrêté? Et qui va l'arrêter? Qui aura suffisamment de culot et de bagou pour aller s'en prendre au grand Fabou, le tout grand? On va revenir sur les questions de procédure tout à l'heure sur cette actualité après cette virgule. Les GG, les grandes gueules, Radio Espace Guinée. Notre démocratie, la démocratie guinéenne, qualifie de basse intensité le fait que ces hommes, quand ils sont dans l'opposition, font d'abord semblant d'en avoir pris conscience, puis font l'inverse de ce qu'ils avaient promis une fois arrivés au pouvoir. Restons vigilants, car le pouvoir, c'est vous, le peuple.